là que vous dormez, les gars? Je voulais voir où est-ce que vous dormez, en fait. Vous dormez ici. Je pense qu'on va avoir des solutions pour au moins peut-être cette nuit. Parce qu'il fait trop froid, là. Vous allez pas dormir comme ça. C'est pas possible. C'est pas possible. Allô? François, je crois que tu nous as contactés parce que tu serais potentiellement voilà, un hébergeur solidaire. Pour les clés, il y a des hébergeurs qui donnent les clés. Moi, vraiment, je trouve que c'est plus simple. Mais il y a aussi des hébergeurs qui reçoivent le jeune quand ils rentrent chez eux le soir. On n'est pas un hôtel, mais on n'est pas une famille de substitution, donc t'es ni un oncle, ni un frère, ni un cousin, ni un tonton, ni un père, ni quoi que ce soit de la famille. Tu n'es pas obligé de les héberger plusieurs mois parce que nous, on organise le relais en fait entre différents hébergeurs. Et alors j'ai une amie à qui je dis je vais héberger un jeune homme, c'était un asque, et elle me dit ah bon mais tu as le droit? J'ai dit mais je me suis même pas posé la question, mais je m'en fous, tu vois. Je vais vous dire, non seulement j'ai pas peur de la prison, mais j'en serais même assez fier si ça devait se produire. On n'est pas dans une position anarchiste ou ultra-libertaire où on considère que l'État n'existe plus et donc c'est à nous de faire le taf. On considère que l'État est défaillant, qu'on fait le taf en attendant qu'il refasse le taf. Mais c'est ma maison, tout à fait d'accord. Je gagne 2 points. Je suis joyeuse quand ils sont là et je peux vivre des moments chouettes à jouer avec eux. Et en même temps, je m'inquiète de savoir combien de temps il va falloir tous qu'on fasse ça avant que les politiques prennent en charge un peu plus et qu'il y ait des mesures qui soient prises pour les accueillir plus correctement. Ce que je commence à trouver difficile, c'est qu'il y en a beaucoup, en fait. Je ne sais pas jusqu'à quand je vais pouvoir multiplier les petits points dans la tête et penser à tous ces jeunes en m'inquiétant pour eux, quoi. Ben, juste, on va vous demander de vous présenter, de dire qui vous êtes chacune, ce que vous avez fait un peu dans le film. Justement ça, qui vous êtes. Bonjour. 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 Moi, je suis Caroline Darocchi. Oui. Nous sommes toutes les deux co-réalisatrices. Et Anne Richard. Ouais. Et nous sommes toutes les deux co-réalisatrices du documentaire Défi de solidarité. Oui. Moi, mon parcours est plutôt dans le montage. Oui. J'ai fait beaucoup de montage. C'est ma première réalisation longue. J'avais réalisé un documentaire précédemment, mais c'était un format un petit peu plus court d'une demi-heure. Voilà. Et moi, Caro est venue me voir en me disant, on ne se connaissait pas beaucoup. D'accord. C'était il y a presque 2 ans. Non, 2 ans. On se croisait dans une société de production. Et elle est venue me voir, elle me dit, j'aimerais faire un film avec toi. Je dis, ah bon, mais pourquoi? Et elle me dit, ouais, j'aimerais faire quelque chose sur les mineurs isolés. Et je lui dis, écoute, oui, mais non, mais je ne sais pas si j'en suis trop capable. Et je sortais d'un documentaire un peu compliqué déjà sur les mères SDF, dont 80% sont sans papier, pour France 2. Et elle lui dit, si, je pense que ça peut t'intéresser. Et en fait, à partir du moment où elle me raconte son histoire, elle est donc hébergeuse solidaire et elle me dit ce serait bien parce qu'en fait, tu sais, j'en accueille chez moi, là, sur mon canapé, et c'est des histoires incroyables, et tu les verrais avec mes 2 filles, c'est super ce qui se passe. Et ben là, c'était foutu, j'avais envie de faire un film avec elle. Tu t'es fait avoir. Donc. Oui, avec grand bonheur, bien grand sûr, plaisir. Évidemment. C'était le plus beau piège, ouais, exactement. Heureusement. Et tu décides de faire ce film-là toute seule, de ta propre initiative? C'est une commande? C'est une relation? Alors c'est complètement de ma propre initiative. Je suis devenue hébergeuse solidaire de mineurs isolés étrangers. Oui. Un peu long comme... il y a un peu plus de 2 ans et demi, quasiment 3 ans. Donc j'ai commencé à accueillir des jeunes qui, parce qu'ils sont mineurs, devraient être pris en charge par les autorités françaises. C'est la loi, quelle que soit leur nationalité. Mais en fait, quand ils arrivent sur le territoire français, ils sont évalués et la plupart du temps, ils sont évalués majeurs pour ceux qui ont 16 ans. Et donc, ils peuvent solliciter un juge des enfants, mais le processus juridique est très très long, ça dure un certain nombre de mois. Et pendant ce temps-là, ils sont dans la rue. Et donc, l'association à laquelle j'appartiens, avec laquelle j'héberge, qui s'appelle Paris d'Exil, héberge ces jeunes le temps de leur recours, en fait, le temps de leur recours auprès du juge, donc pendant un certain nombre de mois. Et donc j'ai commencé à faire cet hébergement et j'ai été très
ébranlée émotionnellement. J'ai trouvé ça très fort, très intense, très intéressant. J'ai eu en fait aucune difficulté. Je m'attendais à voir des adolescents en pleine crise d'adolescence ou qui avaient vécu des choses difficiles, qui étaient traumatisés, je ne savais pas si j'allais faire face. Et en fait, c'était facile et simple. Donc voilà, pour le moment, je le gardais pour moi. Et est arrivée l'approche de la présidentielle. Le Front National montait dans les sondages. Il y avait beaucoup de presse et d'articles sur la France devient-elle raciste, quelles sont les nouvelles pensées nauséabondes des Français. Et moi, dans le même temps, je découvrais tout un monde solidaire, extrêmement actif, avec beaucoup de gens qui ne sont pas forcément militants, mais qui, à un moment, ont vu voilà, des enfants, même des adultes, mais ça c'est encore un autre sujet, mais en l'occurrence, là, en ce qui me concerne, des enfants dans la rue, et ils se sont dit, mais c'est pas possible, je peux pas rien faire. Donc voilà, ils se sont engagés et ont accueilli des enfants. Et donc c'est pour ces deux raisons-là, mon expérience personnelle et la situation, le contexte politique, qui m'ont donné envie de faire ce film. Et du coup, après, je finis juste sur les films de manière générale, après avant de rentrer dans le sujet, mais il va être diffusé sur France Télé, sur France 2, dans la case infrarouge. D'accord. Voilà, et c'est aussi pour ça que je suis allée voir Anne, parce que je voulais faire ce film, je voulais qu'il soit bien fait, en tout cas le mieux qu'on pouvait, mais en tout cas je voulais pas qu'on m'impose une forme, je voulais pas qu'on m'impose que j'avais à y dire, je voulais vraiment que ce soit un documentaire, je voulais pas que ce soit un reportage, c'est pas de l'information. Et la case infrarouge était très bien pour ça, donc c'est vraiment cette case-là que je visais. Et Anne venait de finir un infrarouge qui s'était très bien passé dans cette société de production pour laquelle on travaille toutes les deux. Et donc voilà, c'est pour ça que je suis allée la voir. On aurait pu le faire aussi dans d'autres cases de télévision. Après, c'est vrai que c'est une chance incroyable de le faire pour Infrarouge parce que c'est peut-être l'une des dernières cases où on nous laisse une liberté d'auteur et d'écriture et avec, là, comme dans le film, un parti pris très fort qui est le point de vue de l'hébergeur et ne pas vouloir raconter à chaque fois toutes les situations comme on le ferait dans un reportage journalistique. Qu'il faut par ailleurs, hein. Bien sûr, c'est pas une opposition, mais voilà, c'était de garder la démarche documentaire pour qu'on puisse être au plus près des doutes des hébergeurs et questionner en profondeur, c'est l'action citoyenne. Mais je rajouterais même que c'est très important l'aspect journalistique aussi en parallèle. Donc c'est pas ce que l'on a fait, mais il faudrait qu'il y ait plus probablement d'investigation et d'enquête sur ces mineurs parce qu'ils sont vraiment isolés, pour le coup ils sont vraiment seuls et la France n'applique pas la loi et pourtant c'est dans la loi. Donc ça serait très bien qu'en complément de ce film-là, il y ait d'autres films un peu plus journalistiques pour compléter l'approche et pour susciter un débat. Et donc, juste quand vous filmiez, comment ça se passait? Vous étiez une équipe, parce que vous rentrez dans l'intimité des gens, dans leurs appartements, j'imagine que vous cherchez une équipe la plus petite possible pour se faire discret. On a fait beaucoup de repérage en fait. On a pratiquement été presque tout le temps, toutes les deux sur le terrain. En tout cas pour les repérages. On est d'abord allé sans caméra. Ensuite on a progressivement introduit l'idée d'une caméra, mais on est allé avec un zoom, c'est donc un enregistreur de son pour commencer à recueillir des paroles. Et puis ensuite, on a fait venir notre chef opérateur dans les repérages pour qu'on puisse concevoir une forme qui serait la plus proche possible, l'intime, sans être trop intrusif non plus. Et puis après, ça s'est fait naturellement parce qu'on était tellement sur le terrain qu'on nous prenait pour tic et tac et on disait elles sont là, les filles, là, c'est bon, laissez-les. C'était même à la fin les jeunes qui expliquaient notre projet ou les hébergeurs qui se passer le mot entre eux pour dire elles ont un truc au long cours, là, elles sont en train de faire quelque chose. Et du coup, c'est vrai, c'est comme ça que c'est naturellement. C'est vrai qu'on avait une configuration un peu particulière qui nous a permis aussi de travailler pendant 1 an à temps plein, toutes les deux, sur le film. On a choisi, en fait, comme on était toutes les deux sur le terrain avec le chef opérateur la plupart du temps, une de nous deux faisait le son. Alors, on est tout à fait consciente que c'est très important le son et qu'il ne faudrait pas que ça se passe comme ça. Ceci étant, tu le disais il y a 5 minutes, c'est compliqué, il faut être en équipe réduite et il faut surtout être identifié et dans l'intimité, dans une certaine proximité avec les personnages. Et donc c'est difficile de mobiliser un ingénieur du son sur 1 an pour nous accompagner.
financièrement difficile surtout, et même pratiquement dans le concret, parce que les appartements sont petits, on ne peut pas être à 4 dans des appartements parisiens, surtout quand il y a un mineur isolé dans le salon en plus. Donc voilà, on a choisi cette configuration-là pour être extrêmement mobile, et parce qu'on a eu beaucoup de mal à se projeter dans un planning. En fait, comme tous les jeunes, ils changent d'hébergeur, on ne sait jamais trop chez qui ils vont. Ils devaient aller chez un tel, mais en fait, c'est pas possible, finalement, ils vont chez un tel, et voilà. Donc on n'a jamais fait les tournages qu'on avait prévus, on a toujours fait les tournages qu'on n'avait pas prévus. Et donc on a été souple et mobile grâce à cette configuration-là. Voilà. Vous partez d'un point de vue différent au départ, parce que toi tu héberges, toi non. Oui, exactement. Tu connais l'histoire, mais peut-être de loin. Et du coup, moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi de savoir pour toi, personnellement, qu'est-ce que ça t'a appris finalement, qu'est-ce que tu as appris de ces gens-là, et toi finalement, qu'est-ce que tu as appris de toi-même ou des autres, à travers le regard que tu portais sur les autres, finalement sur toi-même. Qui sont deux questions différentes, qui se rejoignent, mais... Non, mais tout à fait, et qui ont justifié la co-réalisation. Oui. Parce que si ça avait été juste l'histoire de Caroline, je l'aurais aidée, mais je n'aurais pas été forcément dans une co-réal. Enfin, en tout cas, pas comme on l'a envisagé là. L'idée, c'était qu'on était complémentaires. C'est-à-dire que Caro, quand elle m'a raconté son histoire et son engagement, moi, je me suis dit, c'est génial ce qu'elle fait, mais quelle force, et je ne sais pas si moi, je suis capable de le faire. Et donc, en fait, c'est de ces échanges-là que sont nés le film, pour qu'on puisse être au plus près des doutes des hébergeurs et qu'on puisse sentir... C'est-à-dire, je lui disais, mais raconte-moi, il y a un an, comment t'as fait, comment t'as sauté le pas. Elle me dit, bah, tu sais, c'est facile, hein, maintenant, les jeunes, ils sont tellement sympas, etc. Non, Caro, au tout début, rappelle-toi, quand t'es allé chercher au métro ton premier enfant, comment ça s'est passé, etc. Et moi, ça m'a bouleversée. Ça m'a bouleversée parce que j'étais toujours dans la limite de me dire est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas. Je me suis retrouvée confrontée pendant le tournage, forcément, à être attachée à des gamins qu'on suit, à des coups de fil de potes de l'un qu'on suivait qui finalement se retrouvent à la rue. J'ai failli craquer quelque part et j'ai dit à Caro, bah, c'est pas grave, je le prends. Et puis, on a fait le même principe que la SAS. Caro, je le prends si tu prends le relais, parce que sinon je vais être dans la merde, il faut pouvoir le remettre dehors. Et finalement, c'est Caro qui l'a pris et qui l'a remis dans l'association. En fait, moi, ça m'a appris à me dire, je vois tous les bienfaits de cette action citoyenne, je connais aussi mes limites, je sais où je peux aller, je sais où je peux donner. Et moi, je ne suis pas forcément bonne pour héberger, vu mon contexte actuel. Il y en a qui le font remarquablement bien, mais en revanche, je serai toujours d'un soutien pour les hébergeurs, pour cette association. Ils n'aiment pas du tout que je dise que ce sont des héros, mais pour moi, ce sont un peu des héros des temps modernes. Enfin, en tout cas, de notre résistance actuelle à des choses qui ne vont pas dans notre monde. Et voilà, donc c'est un questionnement permanent. Ça m'a permis, à titre personnel, d'être finalement encore plus forte dans l'aide que j'apporte à d'autres personnes qui ne sont pas des mineurs isolés, notamment à mes anciens personnages qui sont des mères SDF, et de retourner sur le terrain social avec une nouvelle énergie. Ils m'ont transmis ça, ils m'ont redonné le goût de la solidarité, le goût de se dire que même là où le monde va hyper mal, il y aura toujours ce petit sursaut d'humanité qu'il y a chez nous. Et ça, c'est quand on le redécouvre, parce que des fois on l'oublie. Oui. C'est tellement précieux. Donc pour ça, c'était fabuleux de faire ce film. Et toi ? Moi, j'ai surtout appris la gestion des limites. L'importance, non, je n'ai pas appris la gestion des limites. J'ai appris l'importance de la gestion des limites. Après, pour bien le faire, c'est un peu plus compliqué. Oui. Mais moi, j'héberge ponctuellement, mais en vrai, j'héberge une fois par mois ou une fois tous les 2 mois, une semaine. Voilà, je n'ai pas un engagement profond et quotidien et absolu comme peuvent avoir un certain nombre de personnages du film. Et donc j'ai regardé ça un petit peu de... Déjà, pour moi, je me suis posé la question des limites parce que parfois je suis fatiguée, parce que parfois je suis un peu dépassée par mes enfants. Mais le problème, c'est que quand on a commencé à héberger et qu'on sait que les jeunes sont... On sait où est-ce qu'ils sont, je vois très bien où est-ce qu'ils dorment, je sais qui ils sont. Et quand on voit des alertes Facebook de est-ce que quelqu'un peut prendre un jeune ce soir, c'est très difficile. Plus on fait et plus on a un sentiment de culpabilité de ne pas faire quand on ne fait pas. Ceci étant, quand on fait et quand on dépasse ses limites, on s'effondre. Et il y a beaucoup de
femmes, parce que c'est principalement des femmes qui sont dans cette aide et dans cette solidarité, qui ont fait des burn-out, qui n'arrivaient plus à travailler parce qu'elles recevaient des coups de fil de jeunes 100 fois par jour, voilà, ou des urgences sur un fil Facebook. En fait, c'est insupportable. Hein. Au boulot, elles ont un fil Facebook et voilà, c'est gling, gling, gling. Ah oui, un jeune vulnérable, 16 ans, 13 ans, qui peut le prendre? Est-ce qu'on a une solution? Il y a un hébergeur qui nous a planté parce qu'il doit aller voir sa mère, je sais pas où. Comment on fait? En permanence. Émotionnellement, c'est très, très, très difficilement supportable. Donc, il faut mettre des cadres et des limites. Ce qu'il y a quand les gens sont salariés, ce qu'il n'y a pas du tout dans le bénévolat. Et ça, c'est compliqué, à mettre des cadres et des limites, parce que c'est lié à la culpabilité, justement. Parce que mettre des cadres, ça veut dire... la culpabilité, à la culture. Et il y a juste deux choses que tu as évoquées. Effectivement, on voit beaucoup de femmes dans le documentaire qui parlent beaucoup de choses, bien sûr. Ils parlent de ça de manière très directe. Et en creux, on lit aussi d'autres choses. On lit aussi le manque, on lit aussi l'absence. On lit la culpabilité. On lit aussi l'engagement, l'implication, la solidarité, plusieurs choses. Mais beaucoup de ces femmes sont séparées. Beaucoup qu'on voit. Hein. Qu'on voit, je dis pas, je ne sais pas si ça a été un choix. Déjà beaucoup de femmes séparées avec des enfants, garde alternée, etc. Alors, pas toutes séparées, non? Non, elles sont pas couples. Pas toutes, je dis pas toutes, je veux dire, il y a plusieurs Il y en a qu'une en fait dans le film qui vit séparée avec son enfant. D'accord. D'autres, ce sont des femmes seules qui n'ont pas de compagnon. Ni d'enfants. Ni d'enfants, pour certaines. En fait, c'est très varié. Alors, ce qui n'est pas très varié, c'est que c'est quand même beaucoup de femmes. Beaucoup de femmes. Après, les origines, les professions, les motivations aussi. Voilà, c'est des motivations politiques, d'autres c'est des motivations religieuses. Voilà, tout ça est extrêmement varié. Il y a des étudiantes, il y a des retraités. Mais ce qui est certain, c'est que c'est très féminin. Et donc, tout le monde me pose la question de savoir, mais pourquoi? On n'en sait rien du tout. Non, c'est plus vous, votre ressenti, votre interprétation propre. Ouais, pourquoi c'est compliqué? Il faudrait faire une vraie analyse sociologique. Il faudrait faire une vraie analyse, mais c'est intéressant parce que c'est clair et net. Donc il doit bien y avoir des raisons. C'est possible de le décrypter. Mais voilà, on ne va pas aller se laisser aller à de la psychologie de comptoir. Donc voilà, évidemment, on pense à l'instinct maternel. Bon, je ne sais pas. Oui, plutôt que l'instinct maternel ou la maternité de substitution. En fait, on a quand même posé la question beaucoup à ces femmes-là aussi. On est allé jusqu'au bout de leur... elles nous répondent, et alors? Quand bien même ce serait ça, et notamment Delphine qui est célibataire et sans enfant, quand on lui pose clairement la question tu ne crois pas que tu es en train de te chercher des enfants que tu n'aurais pas eus? Elle nous dit, en fait, moi je ne sais pas si c'est ce que vous appelez enfant. J'ai des petits cousins en Guinée, en Mali, je suis marraine par ailleurs. Il faut peut-être avoir une notion de la famille beaucoup plus élargie. Et en l'occurrence, c'est ce qui se passe pour ces enfants-là qui sont quand même ballottés de famille en famille. Oui. Ils peuvent avoir effectivement des coups de cœur pour des hébergeurs, bien sûr. Mais il faut plus les voir comme des... À la limite, ces femmes, il faut plus les voir comme des marraines ou des accompagnantes, des référentes, et non pas comme des mères en mal d'enfants. Donc ça me paraissait déjà une bonne réponse. La deuxième, c'est aussi peut-être que culturellement, on a appris à genrer quelque part l'action sociale et citoyenne. Ça remonte peut-être à très très loin, cette charité chrétienne aussi bien ordonnée. Et c'était avant tout les femmes qui la faisaient pendant que les maris allaient travailler. Donc elles avaient peut-être plus de temps pour l'action sociale et charitable. Et aujourd'hui, c'est double emploi. Voilà, et du coup, le travail et l'engagement. Voilà. Donc il y a sûrement, c'est l'histoire de l'évolution des femmes et de la façon dont on les regarde. Il est certain qu'elles sont plus représentées dans les hébergeuses et dans l'hébergement et dans la coordination de l'hébergement. Après, ce qui est très drôle, c'est qu'il y a quand même des hommes qui hébergent. Oui, c'est ce que j'allais dire. Et à chaque fois qu'on en parle à nos amis, qui voient les films, c'est quand même dingue, pourquoi il n'y a pas d'hommes? Donc en fait, c'est peut-être juste de commencer à montrer que les hommes font aussi, et tout ça n'aura plus lieu de se poser la question. Et font aussi très bien. Voilà. Les hommes qui hébergent se passent aussi très bien. J'espère bien, oui. Et donc il n'y a pas de question, ni de... C'est pour ça que c'est difficile à expliquer. Effectivement, je pense qu'il faut revenir aux temps anciens où les femmes ne travaillaient pas et avaient ce rôle-là. Mais en tout cas, dans les faits, ça marche bien avec les hommes comme avec les femmes. L'hébergement.
il y a quelque chose qu'on perçoit aussi en creux dans le film, c'est l'apprentissage. C'est-à-dire que l'apprentissage qui est un échange, autant le gamin apprend à vivre avec, autant les hébergeurs apprennent aussi, mais apprennent aussi des choses qui sont plus philosophiques, et notamment la question de la solidarité, parce que ça s'apprend. Tu parlais du cadre, des limites, qui était une grande évolution, et dans la notion de solidarité. La notion de solidarité qui a beaucoup évolué, disons ces 20-30 dernières années, puisqu'on fixe beaucoup plus de limites maintenant à cette question-là. Elle n'est pas inconditionnelle, elle a aussi trouvé un équilibre qui correspond au changement de vie. Mais cet apprentissage-là, vous avez pu le voir, puisque vous... Oui. Et ce qui transparaît en creux, c'est la physicalité de ça. On voit les corps qui évoluent. Et vous, ce que vous en avez ressenti de ça, de ces corps-là qui évoluent, notamment, et j'ai oublié le prénom de la femme qu'on voit le plus souvent. Béatrice Delphine, Béatrice qui héberge pour la première fois. Voilà. Oui. Il y a quelque chose qui évolue dans son corps, c'est très visible. Alors tu veux dire de son point de vue, c'est voulu elle dans l'accueil ou le, oui, ou le rapport corporel de cette solidarité même comment elle se tient, le rapport à la solidarité évidemment, mais elle comment elle se tient. Au départ elle est beaucoup plus comme ça et après elle se tient beaucoup plus ancrée chez elle. D'accord, comme personnage. Alors moi je l'ai pas ressenti comme ça en tout cas, et peut-être que l'image le montre et ça c'est super, on s'en rend compte après. En revanche, je crois que tu as totalement raison qu'il y a une dimension corporelle très forte dans l'accueil. Ouais. Et moi, là où ça m'a surprise, c'est de voir débarquer ces gamins qui sont quand même au départ, qui peuvent être d'une corpulence assez impressionnante. En plus, avec toujours cette espèce de doute, parce qu'on ne sait jamais quel âge ils ont, eux-mêmes ne le savent pas. Comme ils sont fatigués, il y en a qui peuvent paraître 40 ans, et on se dit non mais c'est pas possible, t'as pas 15 ans, mais en fait si on attend, comme dit Léo, une douche, un bon sommeil et finalement ils perdent 15 ans en une nuit, et c'est vrai, on l'a vu, c'est physique. Et puis après il y a aussi cette notion d'intimité physique qui fait que quand Béatrice accueille Adama, il y a d'un seul coup un corps qui est là, qui est impressionnant, mais qui après se rétracte, se fond finalement dans le décor de manière totalement naturelle, et finalement Béatrice retrouve sa place dans son quotidien. Après, effectivement, la deuxième puis troisième expérience, elle est là, bah salut, comment tu vas, bon bah fais comme chez toi, et puis tout devient naturel. Et ça c'est assez magique, donc cette solidarité de l'espace là, des corps, et je trouve effectivement et même très comme ils se sensible. touchent, parce qu'on voit qu'ils se touchent tout de suite. Il y a quelque chose où, en tout cas, l'hébergeur ou l'hébergeante, en général, touche très vite le jeune. Très vite, en tout cas. C'est ce que ça m'a interpellé, parce que c'est ce que j'ai vu. Je ne sais pas comment ça se passe vraiment, en tout cas, ou si c'est ce que vous avez voulu montrer. Mais qu'il y avait quelque chose qui se crée tout de suite, un contact qui se crée tout de suite, un peu forcé, un peu intrusif. Et pour vous rassurer, parce qu'on entend aussi beaucoup le mot « ne t'inquiète pas ». Ne t'inquiète pas. T'inquiète pas, ça va aller. Mais c'est exactement ça, c'est que c'est la peur qui crée cette envie de se rapprocher, parce que quand on ne connaît pas quelqu'un et qu'on a envie de très vite entrer en communication, mais on ne sait pas comment faire, on essaye de se rapprocher pour dire il y a peut-être quelque chose qui passe par autre chose que simplement le langage, vu que le langage est compliqué, autre chose que par la culture. Il ne faut pas trop s'attacher à l'histoire personnelle non plus, parce que ça peut les faire décompenser, leur rappeler de mauvais souvenirs, donc rappeler à la mémoire des traumatismes. Donc oui, il y a un échange plus basé sur de l'intuition pure, en fait. Mais c'est vrai qu'il y a une posture des corps aussi des jeunes qui évolue beaucoup, beaucoup. Et peut-être même encore plus, et de manière plus flagrante que chez les hébergeurs, parce qu'ils arrivent, ils sont prostrés. Ils sont comme ça, ils sont épuisés, et puis ils sont abattus. Et puis ils ont peur, globalement. Et au fur et à mesure des mois, ils commencent à reprendre un petit peu, effectivement, à dormir, à manger, à reprendre un petit peu de prestance corporelle. Et puis quand ils sont pris en charge, ils se redressent et ils ont le droit de s'afficher, ils ont le droit d'avoir un avenir et d'être quelqu'un. Et de revenir des adolescents avec des sautes d'humeur incroyables. Ça se voit, ils se redressent littéralement, quoi. C'est assez impressionnant. Et ils rajeunissent en même temps. Donc voilà, c'est intéressant. Et comme on ne pouvait pas montrer les corps,
Les visages, pardon, on a effectivement beaucoup filmé les corps, les mains, les gros plans d'yeux, de bouche. Voilà, on sent le stress dans un gros plan de bouche. Bien sûr. À un moment dans le film, des mains qui ont froid dehors. Voilà. Et tout ça, ça disparaît après quand ils sont pris en charge. Ouais. Dernière question concernant le film. La musique. Pourquoi cette musique-là, ce choix-là? Oui. On a travaillé avec un compositeur. Ouais. Voilà. Et on lui avait envoyé quelques musiques que l'on aimait bien. Ouais. Mais on a quand même beaucoup travaillé avec lui en collaboration. Il a voulu voir des rushs, il a voulu voir des débuts de montage et voir ce que ça lui a inspiré. Il a vraiment donné une couleur musicale au film. Qui est très marqué. Ouais. Alors moi je connaissais Pablo Pico, qui est un compositeur exceptionnel d'un précédent documentaire qui n'avait absolument rien à voir. C'était sur le rosé. Voilà. Et en fait j'avais trouvé qu'il a une sensibilité particulière parce qu'il sait. Il a voulu rencontrer Caroline et tout de suite il a décelé qu'on voulait être dans une tonalité à la fois poétique, parce que c'est la poésie qui nous sauve dans ces moments-là très, très intenses, justement comme tu dis, qui peuvent nous faire peur. Et en fait, on redécouvre de la poésie à retrouver une communication avec un enfant. Et Pablo, ça l'a senti tout de suite. Et nous a aidés parce qu'on lui avait dit attention, c'est pas encore un énième film sur les migrants ni sur la misère du monde. On voulait pas miser sur la tristesse. Voilà, je savais qu'il allait nous porter dans cet espoir-là. On lui a dit s'il y a un mot, c'est l'espoir, sans en faire 3 tonnes. Voilà, c'était juste d'être dans cette subtilité-là, entre un petit peu de suspense aussi, un petit peu de tension, parce que les échanges sont compliqués, et toujours cette petite note d'espoir d'une amélioration, d'une communication possible. D'une possibilité, oui. Et une dernière question, vous avez d'autres projets? Vous êtes en train de travailler sur autre chose? Ça vous donne, en lien avec ce film, ça vous donne envie de continuer ou de faire complètement autre chose? Oui, forcément. Oui. Alors, moi, c'est mon thème. Le précédent film, c'était sur l'accueil des demandeurs d'asile, journalistes qui sont en danger dans leur pays, qui viennent demander l'asile politique en France. Voilà, là, les mineurs isolés étrangers. Et très probablement à nouveau un film sur l'accueil qui est vraiment mon thème favori. Et toi? Alors moi pour la petite anecdote, je m'étais promise de changer de décor, de sortir un petit peu à chaque fois de la misère du monde, même si je dis misère du monde, mais aussi beauté du monde, en tout cas toute l'humanité que ça dégage. Et puis j'y reviens à chaque fois. Je pense que je vais repartir sur d'autres décors. Et j'aime l'idée de mélanger les décors, justement, de mélanger des formes documentaires différentes. Voilà, mais je suis sûre que Caro va me rappeler et je suis sûre que je replongerai avec grand bonheur. C'est possible. Merci. Merci à toi. Merci.